Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto et en tout cas tout ce qui peut impacter le marché. On analyse aussi le Bitcoin et les différents indices, voir ce que nous réserve la semaine et notamment la tendance et la journée. Alors on va commencer par les nouvelles, avant d'entamer les nouvelles Russie-Ukraine qui ont un gros impact économique, on va juste faire un petit point sur eBay qui avait d'ailleurs changé sa politique l'année dernière pour accepter les NFT. Commence à se diriger vers une acceptation des cryptos comme moyen de paiement, et je trouve ça encore excessivement intéressant qu'on voit les principaux acteurs. On a vu PayPal il n'y a pas si longtemps que ça qui commence à travailler sur le sujet, on a eBay qui commence à se lancer, donc du coup on commence à voir vraiment une schématique où les cryptos commencent à faire leur petite place là-dessus. Place qu'on retrouve d'ailleurs notamment dans un moyen de donation, parce qu'en l'occurrence, l'Ukraine a levé 8 millions de donations en crypto-monnaie pour pouvoir justement soutenir l'effort de guerre, et je trouve ça déjà intéressant que cette schématique puisse être en place, et c'est vrai que historiquement, je pense que c'est une des premières fois qu'on peut voir quelque chose d'aussi facile pour pouvoir faire une levée de fonds dans une schématique aussi particulière que celle-ci. Alors, au niveau des nouvelles un petit peu qui se déroulent, nous avons deux grosses nouvelles qui sont tombées ce week-end. La première, c'est une menace de Poutine sur l'utilisation de la force nucléaire, alors une menace qui était à peine cachée. Et à côté, nous avons eu un durcissement des réglementations à l'encontre de la Russie, avec notamment la sortie de la Russie du SWIFT. Voilà, du moyen de paiement du SWIFT, du protocole de paiement de SWIFT. Et donc, cette nouvelle est très importante parce que, en l'occurrence, elle avait été pricée à l'ouverture du conflit. D'accord, c'est ce qui avait entraîné une grosse chute. Et ce choc particulier, c'est que les gens étaient persuadés qu'en effet la Russie, enfin en tout cas les USA, allaient annoncer la sortie du SWIFT de la Russie et demander ce moyen de pression-là. Or, ça n'est pas arrivé, donc du coup on a eu une certaine Made in USA qui est repartie avec quelque chose d'assez bullish qui a compensé entièrement le choc qui a été effectué lors du début du conflit. Néanmoins, cette mise en place de réglementation là joue un rôle énormément, étant donné qu'on va se retrouver sur quelque chose qui avait été éloigné et revient sur le premier plan, et c'est quelque chose qui faisait peur plusieurs choses. Le premier, et ça on le verra ensemble, c'est que la sortie du SWIFT veut dire aussi un durcissement des relations Russie externes, et donc du coup aussi des problématiques d'approvisionnement de matières premières, et notamment vous allez le voir, l'oil a bien sûr pas manqué son devoir et nous a fait un pump. Voilà. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On va passer à l'analyse technique, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Première chose, c'est là nous sommes sur les contrats à terme Bitcoin CME qui s'était terminé donc vendredi soir et qui ont repris justement les marchés. Alors juste avant de entamer, on fait un petit rappel, nous sommes dans une vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril, et nous sommes dans la vague 4 avec un retracement A, B, C. Nous avons un A qui est égal à un C et nous avons une extension du B. Donc on peut attendre tout simplement une extension du C avec une prise de liquidité de l'Equalo en dessous des 29 000 $. Donc un niveau très important, étant donné que nous avons un gap juste en dessous, une poche de liquidité ici, et que dans la descente, nous pouvons voir un 1, 2, 3, 4, et nous attendons la mise en place de la 5, une validation de la 5 pour pouvoir se faire. À savoir que l'invalidation de cette stratégie et de cette mise en place et potentiellement le départ d'une vague 5 sera validé par une cassure des 52 000 par une belle bougie au-dessus. Pour rappel, je suis excessivement bullish sur le BTC, même si là nous sommes en correction, et si nous sommes en correction et que nous devons descendre, nous serons toujours bullish tant que nous ne cassons pas les 18-19 000 $, qui est un niveau stratégique quand on est en logarithmique. Voilà. De base, nous sommes toujours excessivement bullish, c'est pas parce que nous faisons un retracement à l'heure actuelle que on se retrouve dans une schématique bearish. Voilà, très très important de le noter. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet.
Première chose, c'est que on va passer en 1 heure. Je vous avais expliqué, mais si vous m'avez suivi notamment, que ce soit ce week-end ou lors du live, qu'il fallait faire très attention à la reprise du CME. Pourquoi ? Parce qu'on commençait à avoir une schématique qui était en train de se former, où on avait un prix qui restait dans la même partie que le CME, donc du coup on n'allait pas avoir de gap. Mais je vous avais expliqué que si jamais on avait une accélération du cours vers la baisse ou vers la hausse, on allait avoir un gap qui allait se créer, et donc forcément un mouvement de prix potentiel qui allait se faire au niveau du CME. En l'occurrence, on a eu un gap qui est assez conséquent qui s'est formé entre 38 900 et à l'ouverture ça a été 37 800, donc on avait quand même 1000. On a une partie qui a été comblée, mais il reste encore une autre partie qui n'a pas été comblée, qui est que de 500 $ à l'heure actuelle, mais qui reprend les 38 380. Donc ça, c'est quelque chose à garder, ou potentiellement on peut faire une incursion dans cette zone-là pour pouvoir aller combler ce gap-là. Voilà. Alors, ceci étant dit, on va regarder des petits éléments. On va rester sur le CME, tout simplement parce que c'est plus simple et c'est moins problématique de mon côté. La première chose, c'est, je vais vous montrer 2 éléments. Le premier, c'est le retracement de cette impulsion baissière, donc cette vague 1, 2, 3, donc la vague 3 qui s'est effectuée, voir un petit peu les différents niveaux de retracement. On voit que, hop, on va zoomer pour avoir un peu plus de visibilité, on voit que le 618 en l'occurrence, nous avons travaillé cette zone-là, nous avons tenté justement et nous nous sommes reposés dessus. Donc ça veut dire que là, on a quand même une zone de continuité de tendance, donc de retracement 618 habituel pour une continuité de tendance. D'accord ? On n'a pas cassé cette zone-là. On ne sommes pas allés sur le 786 et on n'est pas dans une zone entre deux. On est vraiment dans cette zone importante. Autre élément. Ici, j'ai tracé un retracement. Hop, on va même bien le mettre parce qu'après, je ne l'ai pas mis exactement. Hop, un retracement de cette impulsion baissière totale jusqu'au SC. D'ailleurs, hop, tac. Jusqu'au SC qui s'est fait. Et on va regarder justement où on s'est arrêté. On voit qu'on s'est arrêté juste en dessous du 0,382. D'accord ? Donc on est dans la zone entre les deux. Nous avons travaillé cette zone entre deux. Donc pour moi, ça fait partie des indications de continuité de tendance baissière qui s'applique par rapport à ça. Une continuité de tendance baissière qui, en même temps, se confirme pour moi sur un certain nombre de choses. C'est j'ai fait une prolongation de cette première impulsion baissière et on voit que j'ai une convergence sur le 1 qui se trouve dans 28 000, donc en dessous de la zone de cassure de liquidité, juste au-dessus de la zone de gap. Donc ça, c'est une convergence pour moi qui s'effectue. Et quand je trace la deuxième impulsion baissière très forte qui s'est marquée, avec justement l'AR qui nous a été fait ici, on voit qu'on se retrouve dans les 26 000. Donc j'ai quand même pas mal d'indications où globalement sur les retracements, on voit qu'on travaille des zones de continuité de baisse, et dans mes zones de continuité de baisse, je vois que mes prochains objectifs de 1 pour 1 se trouvent dans une zone de convergence de prix, avec notamment des objectifs d'order flow qui se trouvent dans la schématique, et donc quelque chose qui serait dans une continuité de baisse, étant donné que ceci est considéré comme un inducement et non pas comme un low protégé. Et donc à partir du moment où on considère ceci comme un inducement, forcément, on ne voit pas ça comme un break of structure majeur, et donc une continuité de la baisse est logique. Une continuité de la baisse, oui, mais important, étant donné que nous avons une accumulation qui commence à se former ici, dans cette zone-là, avec un psy qui s'est fait là. On a pris la liquidité du psy au niveau de la R, donc nous sommes dans une accumulation de wake-off, avec une première intention d'arrêt baissier. Donc on commence à avoir des signes de volonté haussière qui est en train de se faire. Ici, nous avons pour moi un ST, donc un premier test de ce SC, et ce qu'on attend dans une accumulation de wake-off, c'est prendre la liquidité du SC. Donc c'est-à-dire descendre, faire un STB, et potentiellement faire un spring pour prendre la liquidité du STB. Donc ça veut dire qu'on va avoir 2 cassures du SC qui correspondraient justement à cette vague 5 pour pouvoir valider une accumulation de wake-off et ensuite pouvoir faire des plus hauts et repartir sur une vague 5. À quel point on va casser la liquidité du SC et du STB, ça reste à déterminer. En l'occurrence, on a des indications de 28 000 à 26 000 avec potentiellement un gap très bas, donc pourquoi pas faire une mèche très basse pour combler ça, un flash crash et ensuite repartir tranquillement. Et voilà. Là, on commence à avoir une schématique qui est en train de se mettre en place. Schématique
d'ailleurs, où on va faire un tout petit peu attention, parce que on a une divergence qui est en place pour l'instant, une divergence qui, je vous en ai commencé à vous en parler, et qui commence à se confirmer avec la baisse qui est en train de se faire. Ici, nous avons une divergence comme ceci. Ça, c'est une divergence qui est bearish, d'accord? Donc là, ça veut dire qu'on a eu ici une accélération du prix, on a eu une baisse du momentum qui s'est effectuée, on a une reprise du momentum qui s'est fait, et pourtant nous n'avons pas cassé un plus high, donc ça veut dire que le momentum est en train de s'épuiser, et je pense qu'on va continuer à baisser ici sur une perte du momentum qui est en train de se faire, et on va regarder justement pourquoi. Alors, perte du momentum, on garde bien ça en tête le temps que je repasse sur le prochain graphique, perte de momentum, et qu'on commence à voir aussi tout simplement, hop, on va pousser ça, dans les schématiques où on voit qu'on est repassé de FIR à 26 à Extreme FIR 20, à savoir qu'on était remonté encore un petit peu plus haut avec le gros pump qu'il y avait eu, et donc là on voit qu'on est redescendu encore une fois dans l'Extreme FIR, qu'on a encore liquidé 221 millions. Pour rappel, et c'est ce que j'ai expliqué lors du live de dimanche, d'ailleurs qui est disponible en replay, n'hésitez pas à regarder, la notion de liquidité. Et je vous explique depuis un certain temps que le marché n'a plus de liquidité. Et dans tous les cas, on va être obligé de créer de la liquidité pour pouvoir déplacer le prix. On va être obligé, et que dans tous les cas, on n'a pas d'injection extérieure de liquidité. C'est-à-dire qu'on n'a pas de nouveau retail qui rentre sur le marché, ce qui est logique, étant donné qu'on a un marché qui est en correction, étant donné que le retail ne se lance pas là-dessus, généralement achète en haute courbe et ne va pas acheter les dips, alors que c'est plutôt le moment d'acheter. Les institutionnels, on a une perte de volonté d'injection des capitaux dans des actifs risqués, ce qui est logique, donc du coup on transpose ces actifs risqués en actifs solides ou pourquoi pas en monnaie, parce qu'on retire en fait tout simplement les risques de volatilité forts, et on se retrouve quand même sur quelque chose où on a très peu de liquidité, et avec une instabilité politique en plus sur fond d'instabilité politique, voilà, c'est ce que je voulais dire exactement. D'autre part, on voit que ici nous sommes repassés en extreme fear, comme je vous l'ai dit, mais on est toujours en discordance entre le social index et le fear grid. En même temps, vous allez me dire c'est un petit peu normal, étant donné que plus on va être bas, plus le social index restera vert, parce que tout simplement, on va se dire que c'est le moment d'acheter et qu'il faut acheter. Oui, mais tant qu'on aura pour moi une très grosse discordance entre les deux, je pense que on n'aura pas un signe de départ par rapport à ça, et ce qui est en même temps logique. Alors, on va regarder maintenant un petit peu ce qui s'est passé ce week-end, et notamment en live on avait commencé à en discuter. Alors, hop, on va repasser en daily. Hop. Donc ce week-end, ce qui est important de savoir, c'est que les institutionnels, les principaux gros institutionnels ne tradent pas le samedi-dimanche, mais par contre, les petits institutionnels, les retail, trade justement sur cette partie-là, donc c'est un type de smart money un petit peu différent. Et on voit que le 26 février, donc le samedi, nous avons eu une bougie un petit peu particulière. Une bougie, si vous connaissez vos bougies japonaises, qui signifie un certain nombre de choses. Bon, après, je suis d'accord avec vous, la volumétrie a fait que, et le manque de liquidité d'ordre général à l'heure actuelle, fait que la notion de cette bougie et l'idée qu'elle représente est tout de suite beaucoup moins forte, mais elle est à prendre en considération. Elle est à prendre en considération déjà parce que je considère que c'est une preuve de manque de liquidité, de manque de décision du marché à l'heure actuelle. On est vraiment dans une indécision tellement forte avec ce qui est en train de se faire qu'on peut très vite passer dans le rouge ou dans le vert, et en l'occurrence on le voit ici, une accélération notamment avec une perte de confiance sur les marchés qui sont effectués avec les annonces qui ont été effectuées. Alors, du coup on se retrouve quand même malgré ça une perte de confiance des retail majoritairement. Alors, vrai et faux, parce que l'accélération du prix, si on passe en journalier, on se rend compte qu'on a eu une accélération le 27 à 20h, donc on a eu quand même quelque chose qui a été assez marqué, et bon, c'est à prendre en considération par rapport à la schématique qui est en train d'être effectuée. Autre point que je voulais vous donner, c'est par rapport, donc là nous sommes en 1 heure sur le BTC USDT, et je voulais vous faire tout simplement ce retracement donc de cette impulsion haussière, parce que beaucoup de personnes me disent, là vous avez un V-bottom, le V-bottom est amené à être testé, bon parfait, on reteste le V-bottom et on repart. Ok,
Ok, oui, je suis tout à fait d'accord. Les V-bottoms sont amenés à être testés dans la majeure partie des cas, mais est-ce que ici nous sommes dans un retest classique? Nous sommes dans un retracement qui est effectué, nous avons un retest qui est fait, mais qui est fait avec une incursion très forte sur le 786. Nous ne sommes pas sur une zone de retracement habituelle de Fibonacci, que ce soit le 618 ou le 786. Je ne suis pas forcément sûr qu'on soyons sur un retest de ce V-bottom, et d'ordre général, j'aurais même tendance, par rapport à ce que je vous ai montré la dernière fois, vous dire que là, en l'occurrence, ici, nous sommes plus sur un retest de la tendance baissière, donc sur un niveau de retracement de la tendance baissière, que sur un niveau de la tendance haussière. Et en l'occurrence, je pense que si on regarde... Voilà, regardez, bah voilà, c'est logique. Hop, on va juste retirer ça. On va se regarder, on va voir. Regardez, le retracement de cette impulsion baissière, qu'est-ce qu'il fait? Bah, là, en l'occurrence, on est allé travailler le 0,5. On est allé travailler le 0,5, donc une zone de retracement d'une continuité baissière. Donc là, il va falloir faire très attention dans les jours qui vont arriver, et notamment, pourquoi pas, même dans les heures qui vont arriver. Alors, je pense que ça va prendre quand même un tout petit peu plus de temps, mais on peut se retrouver dans une schématique baissière. Pourquoi? Parce que ici, je vous avais donné les zones de liquidité, la première qui était ici, la deuxième qui était ici. On voit qu'on n'a pas pris la liquidité supérieure, on a juste checké le niveau, on a pris la liquidité inférieure, et on a eu ici une distribution qui s'est mise en place, donc qui est une schématique de distribution un petit peu particulière qu'on appelle en cric, qui s'est faite avec derrière un premier test, un second retest. Donc on a purgé cette zone-là et on est descendu. Et donc là, on avait des points d'entrée qui étaient intéressants sur une potentielle chute, et ça, c'est une schématique qui est en train de se mettre en place, qui nous indique que potentiellement on va avoir une continuité de baisse. Une continuité de baisse qui est validée aussi par cette divergence qui est en train de se mettre en place sur du RSI. Alors on va savoir que c'est une divergence qui est en 1 heure. D'accord, donc il est important de donner une valorisation par rapport à ça, étant donné que nous sommes au lower time frame. Donc forcément, quand on voit des indicateurs comme ça, la high time frame prend toujours le dessus par rapport à ça. Et la lower time frame, il faut faire attention parce qu'on peut très vite avoir des contre-indications qui sont très fortes par rapport à ça. La deuxième divergence qu'on avait en place, qui commence à se mettre en place, c'était ici. D'accord ? On avait une schématique qui était en train de se faire avec potentiellement ici un point qui allait être plus bas que ce niveau-là, mais on voit qu'on l'a tout de suite cassé et qu'on est reparti à la hausse. Donc là, on avait quand même une indication en se disant, bon, ok, potentiellement, ça peut repartir. Voilà, si ce pic-là arrive à invalider ce niveau-là avec une prise de liquidité du dernier point haut, bon, bah ok, on invalide la divergence et puis on repart sur quelque chose d'aussi en erreur. Là, le problème, c'est qu'on n'a pas invalidé et on est toujours dans une schématique de divergence qui est en train de se faire, et il va falloir faire très attention par rapport à ça, voir comment ça peut se dérouler par la suite, et notamment l'ouverture des marchés, voir quelle va être la réaction du marché par rapport à ça. Alors, je vous rappelle juste quelque chose, c'est que à l'heure actuelle, nous sommes dans une schématique d'accumulation qui est en train de se faire. Une schématique d'accumulation avec un PSI ici, un SC, un AR, un ST. Ok, ici nous avons une schématique de distribution qui est en train de se faire, avec une distribution en LPSI sans UT qui est en train de se généraliser. Et à côté, nous avons une autre distribution qui est, à l'heure actuelle, une distribution en orange, qui serait un BC-AR-ST SO avec une possibilité d'UT. Tant que nous n'avons pas pris la liquidité du BC, d'accord, pour pouvoir faire l'UT, on a une possibilité d'aller chercher la liquidité au-dessus de 49 000. Est-ce que ça va être le cas tout de suite ? Les indications me disent que non. Mais je garde cette idée en tête parce que je sais qu'il y a une poche de liquidité tellement forte au-dessus qu'il est possible, dans cette schématique d'accumulation, de faire PSI, SC, AR, ST, AR, prise de liquidité du précédent AR, donc on monte, on valide l'UT ici, on valide la distribution orange, on descend, et donc là on descend fort, on prend la liquidité du niveau bas du SC, et on prend la liquidité justement des niveaux inférieurs en faisant le STB et le Spring. Donc globalement pour moi on va se retrouver dans une schématique, les deux sont valables, mais de mon côté j'ai plus une tendance à aller chercher plus bas. Alors on va rapidement passer sur l'oil, hop, tac, parce que
Je vous ai dit que notamment la sortie du Swift fait peur. Ils font peur tout simplement parce que on a peur de ne plus récupérer les matières premières, notamment le gaz. Donc ça veut dire que la demande va se reporter sur l'énergie fossile et notamment le pétrole. Et donc on voit que ça a été excessivement pricé avec un gap monumental, donc qui a été partiellement comblé, mais on voit que en l'occurrence on a eu un énorme gap qui s'est effectué. Donc là il va falloir vraiment surveiller avec l'ouverture du marché américain, voir la réaction des institutionnels qui va être effectuée par rapport à ces nouvelles là et le pricing de toute cette schématique là. Est-ce qu'on va avoir un rallye par rapport au suivre ou est-ce que ça va être une invalidation générale? Ça va être à déterminer par rapport à ça. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.